Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. À l'émission cette semaine, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe en Iran, où il y a une tension importante entre le président Ahmadinejad et le guide suprême, qui s'appelle Khatami. On va voir en quoi l'opposition, qui est réprimée depuis les élections de 2009, joue un rôle ou non dans ces événements, et si un jour, bientôt peut-être prochain, il y aura une démocratie ou un changement de régime en Iran. On en discute avec notre invité, Ouchang Hassan Yari, qui est professeur à l'école collège militaire de Kingston. Ensuite, nous allons parler toujours de l'islam et des islamistes, mais dans un cadre démocratique, celui de la Tunisie, du Maroc et de l'Égypte. Dans les trois cas, il y aura des élections au cours des prochains mois et on verra de quelle façon les partis islamiques jouent le jeu électoral. On en discute avec Asdine Raka, qui est directeur du Centre de recherche sur l'Afrique et la Méditerranée à l'université de Rabat. Mais d'abord, essayons de comprendre les tensions en Iran. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. Nous allons parler de la situation iranienne, et pas tant de l'opposition iranienne qu'on a connue après les élections de 2009, mais plutôt des guerres intestines à l'intérieur du pouvoir iranien qui nous envoient des signaux assez intéressants. Pour essayer de les décoder, j'ai un invité spécial. Merci beaucoup d'être là avec nous. Plaisir. Ouchang Hassan Yari. Vous êtes professeur au département de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston. Vous êtes aussi adjoint au recteur pour les questions internationales. Vous êtes originaire d'Iran, vous avez été formé notamment à Montréal et vous enseignez depuis plusieurs années au Collège royal de Kingston. Alors, et je dois signaler que parmi vos ouvrages récents, vous avez dirigé Régionalisme et sécurité internationale, publié chez Bruyant à Bruxelles. Oui. Voilà. On lit des choses en ce moment sur le président Mahmoud Ahmadinejad dans la presse qui nous rend perplexes. Par exemple, il s'est prononcé récemment contre l'abolition de la mixité dans les universités. Il a critiqué le fait qu'on applique avec trop de rigueur le code vestimentaire pour les jeunes femmes. Et on est un peu mélangé parce qu'on avait cru comprendre que c'était un zélé, que c'était un antidémocrate. Et donc, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et on voit que le guide suprême, Khamenei, est en opposition à Ahmadinejad et même on a certains signaux qui semblent dire qu'Ahmadinejad est le modéré et Khamenei est le sectaire. Alors là, on ne s'y retrouve plus. C'est là que vous intervenez. Alors, quelle est la nature d'abord des deux positions dans le régime et ensuite de la tension qui existe maintenant entre eux? Oui. Bon, disons que la tension et la crise fait partie de la nature même du régime islamique. On sait que depuis la victoire de la révolution en février de 1979, il y a eu toujours des tensions à l'intérieur du régime. Et très souvent, je parle disons, de la théorie des cercles, et j'explique très rapidement. Je dis que après la révolution, ou au moment de la révolution, le territoire iranien, qui est assez large dans le contexte régional et pas comparé au Canada, englobait presque l'ensemble de la population, presque. C'était une majorité très, très grande qui était favorable à la révolution. Et ensuite, sous Khomeini, le guide de la révolution, qui a commencé à purger d'abord les communistes, les marxistes-léninistes, et par la suite, il arrive aux islamistes, disons, révolutionnaires, ainsi de suite. On assiste à, disons, à ce que ce cercle devient de plus en plus petit. Et aujourd'hui, ce cercle est en train d'étouffer le régime lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... D'ailleurs, on pense qu'à l'élection de 2009, une majorité d'Iraniens ont voté contre le régime. Exact, voilà. Ça veut dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui se trouvent à l'extérieur de ce cercle qu'à l'intérieur. Or, à l'intérieur du cercle aujourd'hui, il y a bien sûr le guide de la révolution, Khamenei, comme vous l'avez mentionné, mais également il y a le gouvernement de Mahmoud Ahmadinejad comme le président. Le guide n'est pas élu directement, le président l'est apparemment par la population. Alors, ça veut dire que la crise
est devenu en quelque sorte une deuxième nature pour le régime islamique, et d'où effectivement ce conflit auquel vous faites référence entre le guide de la révolution d'un côté et le président de l'autre. Et pour ce qui est, disons, les enjeux de cette, de cette crise ou de ce conflit sont très nombreux. Entre autres, il y a justement la question, disons, de pouvoir, qui aura plus de pouvoir, qui aura plus d'autorité. Parce que normalement, hiérarchiquement, le guide suprême est dans une position plus élevée que le président. Tout à fait. Le président travaille pour lui. Pour lui, effectivement. Ce qui ne devrait pas être nécessairement le cas selon la constitution iranienne ou la constitution originale. Mais la réalité, c'est effectivement comme vous l'avez décrit. Alors, aujourd'hui, Ahmadinejad n'est plus, disons, aussi complice que les autres présidents, les précédents l'étaient. Et il va effectivement avoir ou exercer le peu de pouvoir qu'il a selon la Constitution, disons, révisée. Et cette volonté heurte à celle de Khamenei, le guide, qui veut l'ensemble, la totalité du pouvoir, effectivement, d'où, disons, cette confrontation, pour le moment, un petit peu gérée de façon plus ou moins, disons, tranquille. Mais cela ne va pas se continuer éternellement. En ce qui a trait à la question d'Ahmadinejad, vous aviez mentionné tout à l'heure avec raison que lui, il se présente un petit peu comme un libéral, entre guillemets, parce que si vous dites à Ahmadinejad qu'il est libéral, il va le prendre comme une insulte. Oui, d'accord. Parce que selon lui, un musulman est un juste, disons, équitable, démocrate, et tout ce qu'on peut imaginer. Tandis que, dans la réalité, Ahmadinejad est en train de transformer son discours pour l'adapter à la réalité actuelle, c'est-à-dire pour utiliser ce genre de concept, c'est-à-dire, disons, et il ne faut pas séparer les sexes, etc., à l'université, mais pour des fins tout à fait, disons, politiques pour lui-même. Mais il faut dire que, d'abord, Ahmadinejad, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a renforcé ce genre, disons, d'excès, c'est-à-dire contre les femmes, contre les jeunes. C'est-à-dire, lorsqu'il s'est d'abord présenté en 2004, lorsqu'il a pris le pouvoir la première fois, ensuite en 2009, ça a été une réélection contestée. Oui. D'ailleurs, c'était contesté même en 2004, mais de façon moins nette. Donc, en fait, il ne tenait pas ce discours modéré-là du tout. Il tenait un discours plus sectaire. Exactement. Et donc, maintenant, dans le contexte actuel, le conflit avec le guide, etc., il cherche de repêcher, comme on dit au hockey, repêcher, d'avoir plus de partisans, développer un petit peu, élargir ses assises. Mais à l'extérieur de ce que vous appelez le premier cercle. Exactement, voilà. Mais là, c'est un peu particulier parce que, évidemment, on comprend bien que si une majorité d'Iraniens, et en particulier des femmes, voulaient une libéralisation du régime au moment de l'élection de 2009, ils sont toujours d'accord avec quelques mesurettes qui pourraient être proposées, mais ils sont tous en opposition à Ahmadinejad qui a organisé la répression qui a suivi l'élection. Je dirais, comment est-ce que des gens qui ont été victimes de la répression d'Ahmadinejad peuvent se dire, finalement, il n'est pas si mauvais que ça? Oui, c'est une question extrêmement fine et très importante parce que ça montre effectivement la complexité de la situation. Sauf que dans le contexte iranien où l'espace se ferme de plus en plus, les gens qui sont dans l'opposition, et y compris, à mon avis, une majorité de femmes, essayent de saisir toute occasion qui renforcerait ce déchirure à l'intérieur du régime même, la cassure qui s'est produite récemment. Alors c'est pourquoi on voit de bon œil ce genre de proposition d'Ahmadinejad qui parle effectivement, disons, illogique, séparer les sexes, comme on dit en Iran. Sauf que c'est Ahmadinejad lui-même qui a renforcé ce genre de mesures, étant donné qu'il est le directeur ou le président, disons, de ce qu'on appelle le Conseil de la révolution culturelle. C'est parallèle à la Constitution, au Parlement et tout ça. Et c'est ce Conseil-là, effectivement, qui impose
des lois aux universités. Et alors, ce conseil a passé, il y a plusieurs années, une décision comme quoi il faut effectivement séparer les sexes dans les universités. Alors, professeur Hassan Yari, vous êtes retourné enseigner un petit peu en Iran, puis lorsque vous avez donné une conférence à laquelle j'ai assisté à l'école d'été sur le printemps arabe, et vous racontiez comment ça se passait dans une classe. Oui, oui, c'est une dynamique fort intéressante. Depuis la Révolution, il y avait une tendance de séparer filles et garçons parce que, selon la conception ou la lecture de la République islamique, disons, de la question des relations filles-garçons, ce sont comme le feu et l'eau. Le feu et l'eau, oui. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas les mélanger. Nous, on pense c'est plutôt le feu et le feu. Oui, la conception islamique selon Téhéran est différente. Okay. Et alors, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger l'eau et le feu. Ouais. D'où effectivement la nécessité de séparer. Quand j'enseignais à l'Université nationale ou l'Université Shahid Beshi à Téhéran, il y avait un couloir au sein de la classe, la salle de classe. Un côté, à ma droite, c'était les filles, à gauche, c'était les garçons. Okay. Dans la même classe, mais séparés exactement, physiquement séparés. Et donc, c'était la réalité qui existait. Aujourd'hui, il y avait d'autres qui tentaient au sein du régime, disons, d'installer un rideau. Un rideau dans le milieu de la classe. Dans le milieu de la classe. Pour pas qu'ils se voient. C'est ça. Parce que, selon ces gens-là, filles et garçons, s'ils se trouvent sous le même toit, et alors ça va nuire, disons, à l'éducation, au progrès, etc. Donc il faut les séparer. Au progrès, non, mais à l'éducation peut-être. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là n'ont aucun problème avec un homme d'avoir 3 ou 4 femmes, mais quand arrive à la question d'éducation, il faut les séparer. Donc ça, c'était la réalité. Et Ahmadinejad, aujourd'hui, a posteriori, essaye de corriger ce à quoi il a contribué, à la création duquel il a contribué. Donc, il instrumentalise une volonté populaire Absolument. Dans son combat contre le guide. Ouais. Mais, je veux dire, un président n'a jamais gagné son combat contre le guide. Non. Alors, où est-ce que ça s'en va, là? Jusqu'où ça peut aller, cette tension? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est pourquoi le premier président élu de la République, Abul Hassan Bani Sadr, a été destitué avec un signe de Khomeini, juste après la Révolution, au début des années 80. Et donc, maintenant, dans ce conflit qui oppose les deux, Ahmadinejad et le guide, logiquement parlant, c'est Ahmadinejad qui doit perdre. Sauf que depuis 2004, quand Ahmadinejad était élu pour la première fois, c'est Khamenei qui l'avait endossé. C'est son fils en 2004 qui a joué un rôle très important dans la fraude électorale qui a, disons, conduit à l'élection d'Ahmadinejad. Le fils du guide, oui, de Khamenei, oui, et de sorte que les intérêts des deux on ne pouvait pas les séparer pendant plusieurs années. Et maintenant qu'il y a un conflit, une confrontation entre les deux, ça devient extrêmement difficile de dire qui va gagner, qui va le perdre. Pour la simple raison que Ahmadinejad et ses proches, ils ont apparemment beaucoup de documents, disons, secrets du ministère de renseignement sur les va-et-vient, disons, du bureau de Khamenei, le guide, mais également sur disons, la corruption au sein de cette maison, au sein de cette institution, mais aussi la participation des fils du guide dans les différentes activités économiques illégales. Ah bon. Et alors, un peu comme la famille Ali en Tunisie. Exactement, c'est ça. Alors, ce qui signifie, ça devient très difficile aujourd'hui pour le guide, disons, de se départir d'Ahmadinejad, comme c'était le cas sous Khomeini, avec Bani Sadr. Donc, jusqu'où on peut aller, je dirais que jusqu'au moment où Khamenei arrive à la conclusion que le danger d'Ahmadinejad devient très pressant
est imminente pour lui, pour Khamenei, pour le guide, et par conséquent, il faut faire quelque chose. Il préfère, Khamenei, à mon avis, le guide, il préfère de laisser Ahmadinejad de finir, disons, son mandat naturel, c'est-à-dire dans 2 ans à peu près, sauf qu'Ahmadinejad a une personnalité bouillante et il est extrêmement loyal à ses proches. Et alors, il ne peut pas permettre que, par exemple, quelqu'un comme Mashaï, qui est le chef de son cabinet, soit mis en prison par le guide et les gardiens de la Révolution. C'est à quoi on attend à tout moment son arrestation. Et donc, pour Ahmadinejad, arrêter ses proches, il part du cabinet, c'est sa ligne rouge, donc on ne peut pas la traverser. Et donc, il pourrait se venger en publiant des informations exactement. C'est pourquoi, d'ailleurs, Ahmadinejad a menacé, si cette ligne rouge est franchie par la justice, c'est-à-dire par Khamenei, parce que la justice n'attend que le signe de Khamenei pour le faire, et alors, lui, Ahmadinejad, il va parler directement à la population, révéler énormément de secrets et de malversations, de corruption au sein disons, de la maison de Mais il y a quand même un problème, parce que s'il est démis de ses fonctions par Khamenei, est-ce qu'il faut une nouvelle élection présidentielle pour le remplacer? Tout à fait. Ça, le régime ne veut pas ramener les gens aux urnes. C'était une catastrophe en 2009. Oui, sauf qu'il y aurait, c'est conditionnel, on ne sait pas. Mais techniquement, il y aurait des élections législatives dans quelques mois en Iran. Ah bon, ils seront prévus de toute façon? Oui, ils sont prévus effectivement, parce que la vie de Parlement normal prend fin et par conséquent, il faut organiser les législatives. Et alors là, il est possible, si jamais le coup d'État contre Ahmadinejad devrait se produire, il est possible qu'on combine les élections législatives et les élections, disons, présidentielles. Le problème, cependant, c'est que selon la Constitution, si le président, pour n'importe quelle raison, n'est plus capable de remplir ses responsabilités, c'est son premier vice-président qui va prendre le pouvoir. Or, un des problèmes d'Ahmadinejad, c'est justement ce premier vice-président qui est accusé par l'entourage de guide d'être, disons, un de ces agents corrompus économiquement, et par conséquent, il est un de ces dangers de se trouver en prison. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce vide constitutionnel? On dit souvent en Iran, les mollahs, le clergé est capable de créer toutes sortes, disons, de conditions, de situations. Et là, ce n'est pas un problème, sauf que la Constitution ne le permet pas. Mais également, à mon avis, ce qui compte, ce ne sont pas ce genre, disons, de débat peut-être académique, mais surtout, quel sera le coût pour le guide. Et alors, si le coût est élevé, il va continuer, disons, de vivre un petit peu avec Ahmadinejad, d'essayer de le contrôler jusqu'à la fin de ses jours comme président. Mais par contre... Parce qu'il n'est pas question qu'il se représente, Ahmadinejad? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas constitutionnellement, c'est 2 mandats. C'est 2 mandats consécutifs. Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas se présenter, disons, après un mandat, après une sorte d'intervalle. D'accord. Maintenant, parlons un petit peu, puisqu'il y a ces législatives et potentiellement des présidentielles. Alors, l'opposition dirigée par Moussavi en 2009, dont on pense qu'il a gagné l'élection, où en est l'opposition en ce moment? Où est Moussavi? C'est une question intéressante. Moussavi et Karoubi, l'autre candidat au présidentiel contre Ahmadinejad ou Ahmadinejad contre ces gens-là, les deux sont aujourd'hui emprisonnés en Iran. On ne sait pas où, peut-être résidence surveillée, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont emprisonnés ou en résidence surveillée. C'est ça. Mais ce qui est absolument sûr, c'est qu'accès à eux est impossible. On n'a aucun contact, pas de message? Y compris pour les enfants. Ah oui. Pour leurs enfants, c'est ça. De temps à autre, par exemple, récemment, la femme de Karoubi a été libérée pour quelques heures pour aller voir son médecin parce qu'il était malade, etc. Et donc, ce qu'on appelle en Iran le mouvement vert est aujourd'hui sans direction parce que, Moussavi et Karoubi sont emprisonnés, mais cela ne signifie pas que la vie de l'opposition a pris fin avec ces arrestations. Ça continue. Il y a d'ailleurs déjà
une tentative de rapprochement par exemple, le président du Parlement aujourd'hui, un des très proches du guide, un des frères de Larijani, dont l'autre frère est, disons, responsable du pouvoir juridique. Et lui, il a essayé d'introduire, disons, un discours plus mou, plus, disons, invitant, accueillant pour ce qu'on appelle en Iran les réformateurs. L'ancien président Khatami, etc., en disant que ces gens-là peuvent se présenter aux élections législatives, pas sous la bannière des partis politiques, parce que leurs partis politiques sont bannis par le gouvernement, mais en tant qu'individus. Candidat indépendant. Indépendant, c'est ça. Les individus ont évidemment moins de pouvoir que les groupements. Et par conséquent, il y a cette tentative-là. Est-ce que l'offre va être acceptée par les réformateurs? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que des gens comme l'ancien président Khatami, également Rafsanjani, les personnalités relativement importantes, peut-être autonomes au sein du régime islamique, essayent de dire que on est prêt à participer aux élections législatives si les élections sont parfaitement libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Conseil des gardiens n'intervient pas pour filtrer, disons, les candidatures... Mais ça, c'est dans la Constitution. C'est-à-dire, pour pouvoir se présenter à quelque poste que ce soit, le Conseil des gardiens doit donner son aval ou rejeter des candidats. Il y en a rejeté des centaines en 2009. Mais, comme j'avais mentionné tout à l'heure, ce n'est pas la Constitution qui compte, c'est la volonté, l'avis, disons, du guide qui compte. D'ailleurs, dans le passé, quand le Conseil des gardiens avait écarté un des réformateurs au présidentiel, en 84 contre Ahmadinejad, c'était le guide qui a ordonné au Conseil des gardiens de le réinstaller. Donc, il l'a fait. Alors, ce qui signifie, ce n'est pas les institutions comme telles qui comptent, ce sont les personnalités. Mais je doute fort que dans ce contexte-là, les réformateurs peuvent justifier leur participation à ce jeu électoral pour la simple raison que ce sera un suicide pour eux, à mon avis. Pourquoi? S'ils n'obtiennent pas, par exemple, un minimum de conditions, des élections libres, les élections libres, disons, la liberté d'expression, la liberté, disons, de se regrouper, et un certain nombre de libertés de cette nature, qui sont d'ailleurs tout à fait existantes dans la Constitution iranienne. Ils sont prévus, mais que chacun de ces points peut effectivement déstabiliser le régime. Et alors, ce qui compte pour le régime, c'est-à-dire le guide Khamenei et son entourage, c'est effectivement la stabilité du régime. Et alors, comment il peut à la fois garder la stabilité du régime et en même temps, pour neutraliser, disons, les réformateurs, ce qu'on appelle, les principalistes, on les appelle, Ahmadinejad et compagnie, parce que les proches d'Ahmadinejad voulaient effectivement viser, disons, le Parlement, voulaient prendre le Parlement dans les futures élections, et en même temps, disons, d'amener la population aux urnes. Parce que, le cauchemar du régime et le cauchemar de Khamenei, c'est qu'il n'y a pas comme il le dit, qu'il n'y a pas disons, de participation populaire qu'ils peuvent démontrer aux étrangers. Parce que ce qui compte, c'est ça. Et qui donne effectivement la légitimité au pouvoir. Donc, ils veulent organiser ce genre de show. C'est pourquoi cette ouverture envers les réformateurs est vue comme un piège par plusieurs, y compris plusieurs réformateurs, pour dire que finalement, c'est une tactique de diversion de la part du régime. Pour montrer que la population participe, donc que le régime est légitime. Alors, si on le prend dans l'autre sens, le meilleur scénario pour l'opposition serait que la guerre entre Khamenei et Ahmadinejad devienne telle que des révélations soient faites sur le guide, sur son entourage, donc que son crédit soit rabaissé dans l'opinion publique. Mais là, institutionnellement, il n'y a pas de voie de sortie. Là, il faudrait que la rue et l'armée, comme en Égypte et en Tunisie, décident
de changer de régime. Est-ce que c'est envisageable? Parce que là, les Iraniens ont été les premiers dans la rue en 2009. Ils ont été réprimés. Et là, ils voient leurs frères en Tunisie, au Yémen, en Égypte et un peu en Libye. Et en Syrie, à côté de chez eux, pour l'instant, c'est pas une victoire, qui ont quand même, et même au Maroc, où il y a une réforme interne, ils le voient, ça, ils sont au courant de ça, les Iraniens. Absolument. Bon. Alors, comment est-ce que ça pourrait... Décrivez-nous un scénario qui nous conduirait à un changement de régime dans les années qui viennent. Oui, bon, le changement de régime viendrait, est possible et peut venir de plusieurs coins. D'abord, que les gardiens de la Révolution décident de mettre fin au système actuel, c'est-à-dire d'arriver à la conclusion que le guide suprême n'est plus utile. Et alors, pourquoi, le maintenir au pouvoir, lui qui est devenu aujourd'hui extrêmement impopulaire. Il ne faut pas oublier que pour la première fois, après les élections de 2009, il y avait des slogans extrêmement hostiles au guide et les gens qui disaient « mort au guide ». Mort au guide. C'est ça, ce qui est absolument inattendu en Iran. Et quand on dit les gardiens de la Révolution, ça veut dire quoi en termes militaires? Oui, c'est en Iran, depuis la Révolution, le régime a créé de tout. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelle l'armée régulière qui existait avant la Révolution et après la Révolution continue d'exister. Face à cette armée régulière, le nouveau régime, le régime islamique, a créé les gardiens de la Révolution. C'est un corps, militaire qui, selon la Constitution, a la possibilité d'intervenir dans toutes les sphères de vie iranienne, c'est-à-dire comme ce sont les gardiens de la révolution, comme le nom l'indique, c'est-à-dire ils ont le droit d'intervenir, dans tous les aspects de la vie, politique, économique, etc., s'ils voient un danger pour le système. Ils sont assez nombreux pour maintenir le régime en place? Oui, ils ont peut-être aux alentours de 150 000. Il n'y a pas de chiffre exact, mais 150 000. Ils sont très, très bien équipés. Mais ce qui est très intéressant, ce n'est pas les gardiens de la Révolution eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle un autre corps qui s'appelle Basij, c'est-à-dire Basij, volontaire. On traduit les Basiji comme des volontaires. Et là, on parle de quelques millions. Oui, ça, ceux qui sont responsables d'un quartier qui sont intervenus dans les répressions. Exactement. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a de la difficulté à mettre ça dans nos cases d'occidentaux, c'est que un des anciens dirigeants des gardiens de la Révolution, dont on penserait que ce serait un islamiste extrême, en fait, a été un des candidats d'opposition en 2009. Oui, absolument. Donc, il y a même des réformateurs à la tête des gardiens de la Révolution. Alors, comment est-ce que ça pourrait jouer dans un scénario qui nous conduirait à un changement de régime? Oui. Bon, par exemple, durant les dernières élections présidentielles, il y avait, selon le commandant suprême des gardiens de la Révolution qui est en exercice maintenant, il y avait aux alentours de 125 des généraux des gardiens de la Révolution qui avaient appuyé Moussavi, l'autre candidat, alors ce qui est quand même significatif. Ouais. Alors, quel sera le rôle des gardiens de la Révolution dans ce contexte-là? Je dirais que ce sera très coûteux pour les gardiens de la Révolution de se lancer à la conquête du pouvoir, parce que il y a d'une part, l'absence de légitimité pour eux. Et il y a également, traditionnellement, les membres du clergé ne sont pas nécessairement favorables, à une intervention des militaires dans les affaires politiques. Et alors, donc, il y a un danger. Mais si ce scénario devait se produire? C'est-à-dire que les gardiens de la Révolution fassent un putsch, pour déloger le guide. Et alors là, on ne parle plus de la Constitution, on ne parle plus, de la démocratie, etc. Ce sera, un régime tout à fait militaire qui sera au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que le régime va perdurer éternellement. Ouais, permanent ou transitoire? Exactement, je crois que ce sera transitoire. Et là, s'il y a quelque chose qui ouvre, là, la rue va intervenir. Les manifestants de 2009 vont revenir. Exactement. Donc, un autre scénario serait que le système s'ouvre petit à petit
que le régime réponde plus favorablement, disons, aux demandes des réformateurs, c'est-à-dire les élections libres, médias, presse libre, etc. Et petit à petit, se change de l'intérieur. C'est peu probable. C'est probable. C'est probable. Pas probable, mais c'est probable quand même. Possible. C'est possible. Ouais. Si jamais Khamenei, le guide, ou les gens sont de son entourage, lui fassent comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue, et l'autre issue, ce sera la fin du régime tel qu'il le connaît. Un autre scénario serait que tout simplement, disons, les gens descendent dans la rue un petit peu à la Tunisie, à l'Égypte, pour continuer à camper dans les rues jusqu'à ce que, disons, les gardiens de la révolution, les forces répressives, on les appelle, se tournent contre le régime. Un petit peu ce qui est arrivé en Tunisie et en Égypte. Et là, qu'on assiste à, disons, un bouleversement complet de la situation. Un élément qui est absent jusqu'à maintenant, c'est l'armée régulière. Oui. L'armée régulière, c'est-à-dire celle qui existait avant la Révolution, et depuis les 33 ans passés à peu près, malgré les tentatives d'endoctrinement du régime, reste toujours, disons, plus proche des intérêts de l'Iran, l'armée régulière, que les gardiens de la Révolution, qui sont devenus, par exemple, des entrepreneurs qui se sont enrichis énormément et qui, grâce à la rente pétrolière, disons, les gardiens de la Révolution sont devenus un petit peu comme l'armée rouge, l'armée des Chinoises. Ouais. Et alors, donc, l'armée régulière pourrait, je dis pourrait parce qu'on ne sait pas, étant donné qu'elle s'est écartée complètement du jeu politique, c'est ça, elle ne s'occupe que de la frontière ou des frontières nationales. Et alors, il est possible que l'armée régulière descende dans la rue contre les gardiens de la Révolution, contre les forces répressives de la police, etc., à côté, disons, de la population, pour mettre fin à cette situation. Ce n'est pas écarté, ça pourrait arriver, mais pour là, disons, on n'a pas d'indice pour le moment. Sauf que après la répression, disons, de 2009, il paraît qu'il y avait un certain nombre d'officiers, pas des hauts gradés, mais des officiers subalternes, qui ont lancé, disons, des avertissements aux gardiens de la Révolution et aux guides de faire attention, de ne pas continuer la répression parce que ça devient intolérable. Ouchang Hassan Yari, ça veut dire que l'histoire n'est pas terminée en Iran. On a encore des rebondissements qui peuvent se produire au cours des années à venir. Absolument. Alors, merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes sur une situation qui est fascinante et vous avez pensé à une plage musicale pour clore notre entretien. Oui. S'il est possible d'écouter Chagérian. Chagérian. Oui, qui est un chanteur classique, on l'appelle comme ça en Iran, folklorique peut-être selon la version occidentale. C'est une personnalité qui perdure en fait depuis avant la Révolution, extrêmement populaire, et qui est devenu encore plus populaire depuis, disons, la répression de 2009, parce qu'il s'est mis à côté de la population, disons, tourner le dos au pouvoir, et en chantant une chanson qui était effectivement une sorte disons, de réplique à la répression gouvernementale. Donc, Mohammad Reza Chagérian. Merci beaucoup, Ouchang Hassan Yari. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et économie au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Vous êtes aussi adjoint au recteur pour les liaisons nationales et internationales. Et j'espère qu'on va vous revoir bientôt. Et on écoute, grâce à vous, Chagérian, c'est ça? Oui. Qui nous chante un air qu'on écoute le soir, avant de manger. Tout à fait. En Iran. Voilà, donc on se transporte devant la table iranienne en écoutant Chagérian.
تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Nous allons faire un peu de prospective après le printemps arabe. Il y aura d'autres saisons, des saisons électorales et des saisons où les forces politiques qui sont en gestation ou tapis dans la société vont se compter aux urnes. Et parmi ces forces, évidemment, il y a les forces islamistes. Dans quelle mesure seront-elles présentes, seront-elles prédominantes dans ces nouvelles démocraties arabes? On en parle avec notre invité et ami Azdin Raka. Merci d'être là, Azdin. Merci de m'avoir invité. Alors, Azdin, vous êtes un ancien chercheur invité au Cerium et en sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Paris et depuis plus d'un an, détaché à Rabat, où vous êtes le directeur du Centre de recherche sur l'Afrique et la Méditerranée. Et donc, en une position idéale pour observer le printemps arabe. Vous avez publié récemment « Violence de la rente pétrolière, Algérie, Irak, Libye » aux éditions Sciences Po Les Presses. Alors, donc, il y aura des élections en Tunisie et en Égypte au cours des saisons qui viennent. Et la grande question, c'est quel sera le poids, l'importance des islamistes dans ces élections? Bon, c'est une inconnue politique, tout simplement parce que les connaissances que l'on a sur ce qu'on pourrait appeler les intentions de vote sur ces partis, la Nahda en Tunisie et les Frères musulmans en Égypte, sont inexistantes. En Tunisie, c'est très simple. Dès les années 80-90, le régime élimine ce parti de la vie politique tunisienne. Donc depuis, on ne sait quasiment plus rien de façon sérieuse. On va donc supputer, imaginer, spéculer, mais en termes de connaissances, qu'elles soient journalistiques, qu'elles soient académiques ou qu'elles soient de type, disons, anecdotique avec des opinions, etc., on n'a aucune information. En revanche, en Égypte... Mais restons sur la Tunisie. Donc, mais on sait qu'ils existent, ils ont pignon sur rue, ils se présentent, ils ont indiqué quelle était leur volonté pour les élections. Ce que l'on sait, c'est que le responsable de ce parti, M. Rannouchi, en exil après la période de Ben Ali, est rentré en Tunisie et espère refaire vivre son parti, disons, qui, dans les années 80, a été, disons, considéré comme ayant eu des intentions de vote à hauteur de 30% dans le Grand Tunis, par exemple. Bon. Sur cette base-là, on va imaginer que eh bien, soit ça s'améliore, soit ça se dégrade, mais on ne sait pas. Je veux dire, très sérieusement, on n'a aucune idée. En revanche, sur la Tunisie également, ce qu'on peut savoir sans imaginer les intentions de vote, c'est si la société tunisienne, depuis 20 ans, est prête, elle, à, d'une certaine manière, porter, disons, à la majorité un projet politique fondé sur l'islam politique, ou au contraire, est-ce qu'elle est prête, disons, à faire une place légitime à ce courant, mais dans un cadre qui ne le rend pas majoritaire au point, finalement, d'étouffer la démocratie naissante. Le pari, il me semble, que les Tunisiens risquent de choisir, c'est de construire sans doute un système politique et surtout un système électoral, je pense, permettant de contraindre quelques partis que ce soit, de pouvoir parvenir à une majorité absolue, dans la perspective de ne plus jamais revivre finalement ce qu'ils ont connu depuis leur indépendance, c'est-à-dire un parti hégémonique, quel qu'il soit, sous Bourguiba ou sous Ben Ali. Donc leur travail aujourd'hui, à travers la constituante, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être représenté, mais que parmi les grandes forces politiques, eh bien, qu'elles soient islamistes ou qu'elles soient disons, de Ben Ali ou de Bourguiba, nationalisme ou autre, ne puissent pas demain prétendre être la seule force légitime capable de représenter le peuple tunisien, etc. Les Tunisiens souhaitent des gouvernements faibles. Alors, sans doute qu'ils souhaitent un gouvernement fort, mais fondé sur des accommodements raisonnables, peut-être avec des coalitions, disons, suffisamment fortes pour permettre à ce gouvernement d'exister à ce niveau-là et prendre les décisions qui permettront, non pas à tous, mais au moins à la majorité, de se retrouver dans le chemin que la Tunisie veut prendre. Ça, c'est la perspective qu'on pourrait qualifier, disons, de raisonnable et d'optimiste. Est-ce qu'on connaît les échéances ?
Alors les échéances sont repoussées pour l'instant chaque fois. Les élections devaient avoir lieu en juillet. On les a mis maintenant à la rentrée, septembre-octobre. On espère qu'elles se feront bien avant la fin de l'année donc 2011. Mais j'étais tout récemment à Tunis. Il me semble que c'est sur les bons rails. Les partis politiques tunisiens ont l'air de prendre très au sérieux et à cœur leur avenir. La société tunisienne ne tombe pas dans le chaos et la violence parce que son régime, et à travers lui Ben Ali, n'est plus là. Au contraire, on a le sentiment qu'il y a, disons, une anarchie un petit peu, disons, on va dire sympathique. Il n'y a pas de violence, mais on sent que chacun profite de l'absence de contraintes trop fortes en matière de circulation, par exemple, en matière de respect des règles élémentaires. Enfin, on sent que il y a du relâchement. Il y a un petit peu du relâchement et que peut-être tout le monde profite de la pause, c'est-à-dire de finalement cette possibilité d'être un petit peu comme on souhaiterait être sans qu'on ait trop de risques à assumer cela. Alors en Égypte, c'est autre chose parce que les Frères musulmans sont une organisation qui a ses réseaux, a subi une répression assez dure pendant les années Moubarak, mais il a survécu. Voilà, je pense que sur l'Égypte, sans doute que les données à la fois journalistiques, académiques et en termes d'opinion sont plus fortes pour pouvoir imaginer que les Frères musulmans seront, sauf surprise électorale, disons, un des grands partis qui risque, disons, d'arriver, si ce n'est en tête, au moins dans les partis susceptibles de mener les coalitions au sein du gouvernement. Certains imaginent qu'au minimum, les Frères musulmans ne peuvent pas descendre en dessous de 30 ou 35. D'autres projettent, en fonction du système électoral qui sera retenu, des résultats de type 60-65%. 60-65%. En fonction des types de résultats, enfin des systèmes électoraux, parce que c'est là-dessus que ça va se jouer, et l'apprentissage doit être intensif, disons juste et performant pour les équipes, parce que finalement l'ingénierie électorale dans les régimes autoritaires ne s'est pas développée. Et nous on le voit très concrètement, que ce soit au Maroc ou ailleurs aujourd'hui, la capacité, disons, de prévoir des résultats électoraux dans des systèmes politiques ouverts, eh bien, est inexistante. Parce que les sondages, en général, les instituts de sondage sont interdits. C'était le cas pour l'Égypte et la Tunisie et le Maroc. La science politique était fortement marginalisée. La sociologie électorale n'existait pas. Donc, tous les outils qui permettent à des gouvernants de prévoir avec le moindre risque possible les aléas politiques, eh bien là, ils n'existent pas. Il faut les construire tout en jouant le jeu de l'ouverture et en accordant aux citoyens la responsabilité de leur vote. Et cela dans un temps souvent très record, de 3 à 6 mois, donc ça vous donne un certain nombre de... Et là, il y a le choix aussi du système électoral. Alors, c'est soit la proportionnelle matinée de notre système, le système parlementaire britannique. Alors, est-ce qu'il y a un choix qui est fait déjà? Pour l'instant, il y a des débats. Les Tunisiens semblent en arrêter pas véritablement un encore, bien qu'ils s'orientent vers une proportionnelle, mais matinée, disons, d'un certain nombre de garanties permettant, s'il y a un deuxième tour, de donner à la liste qui arriverait en tête un certain nombre de sièges, mais pas forcément de rafler tous les sièges qui seraient en jeu, pour bien équilibrer tout cela. Mais les Tunisiens ont aussi mis en avant la parité, c'est extrêmement important. Donc, hommes-femmes, donc les listes devront avoir autant d'hommes que de femmes. C'est un pas énorme qui est fait sur le plan politique. Là, la Tunisie se distingue à nouveau, comme ça avait été le cas dans les années 50, avec ses lois très progressistes sur notamment le divorce, etc. Donc, voilà, électoralement parlant, c'est très habile aussi, parce que il faudra mobiliser l'électorat féminin qui peut apporter un soutien considérable à la transition. On le sous-estime, mais... il y aura moins de candidats islamistes, non? Ça va être plus difficile. Je ne sais pas, parce que le jeu risque d'être extrêmement complexe. Tout le monde pourra s'y mettre. Je pense que l'idée de base consiste à penser que en offrant aux femmes la possibilité d'avoir une place quasiment acquise dans les représentations à venir, eh bien, ça peut pousser aussi finalement peut-être les listes, disons, de type islamiste à être moins, disons, radicaux dans leurs propositions, parce que finalement, ça risque d'inquiéter l'électorat féminin qui risque de se mobiliser en masse pour contrebalancer cela. Donc, c'est un équilibre très, très subtil finalement qui risque d'avoir lieu.
si tout se passe bien dans ce cadre-là. Et en Égypte, est-ce que le mode électoral a été déterminé? Alors, à ma connaissance, pas encore. À ma connaissance, pas encore. Et je pense que ça sera un enjeu très important là aussi. Le rôle du ministère de l'Intérieur est bien sûr fondamental parce que c'est aussi la connaissance des listes, c'est aussi la connaissance des circonscriptions. En ce moment, le ministère de l'Intérieur en Égypte lui-même est soumis depuis quelque temps à une politique, disons, on va dire, de nettoyage, entre guillemets. C'est-à-dire, on essaie de le rendre un peu plus juste, équitable, donc par rapport à la société politique égyptienne. C'est un enjeu très important pour les Égyptiens, mais peut-être qu'en Égypte, plus qu'en Tunisie, l'incertitude sur finalement la classification des partis politiques, c'est-à-dire est-ce que finalement les islamistes seront qu'islamistes et des partis, disons, de l'opposition seront que de l'opposition, risque d'être plus flou parce qu'on voit déjà des coalitions se mettre en place entre différents partis afin de déjà commencer à concevoir des coalitions gouvernementales possibles. Ah bon? Les frères musulmans égyptiens ont un discours très conciliant avec l'armée, elle-même étant, disons, en essayant de faire passer des messages vis-à-vis de certains partis politiques que finalement une coalition frères musulmans avec d'autres partis politiques ayant, disons, la caution de l'armée permettrait à l'Égypte d'être, disons, d'avancer dans une stabilité assez importante. On avait Pierre Razou ici, votre collègue de Rome, qui est au conseil à l'Institut... Collège de l'OTAN. Collège de l'OTAN, voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Qui nous disait, mais les frères musulmans voudront, dans un premier temps, ne pas avoir le poste de Premier ministre et ne pas avoir de candidat présidentiel pour asseoir leur crédibilité. Est-ce qu'on a des signes de ça? Ah oui, je pense qu'eux-mêmes disent que d'abord, ils ne se présenteront pas sans doute aux élections présidentielles, donc ça c'est très clair déjà, enfin, pas de symbole d'un représentant des frères musulmans en tant que chef de l'État. Vraisemblablement, au niveau des circonscriptions, en fonction du choix du système électoral qui sera fait, il se peut qu'ils ne présentent pas des candidats de partout, afin de ne pas apparaître là aussi comme trop important. Donc ils risquent de laisser à leur justement partenaires de la coalition gouvernementale des sièges dans la perspective justement de pouvoir au sein du gouvernement mieux se redistribuer. Donc ils ont vraiment peur de faire peur. Ils sont conscients que depuis une quinzaine d'années, mais encore plus depuis, disons, 2001, les principaux partenaires de l'Égypte, les États-Unis et l'Europe, disons, vivent dans une inquiétude de l'islam politique. Et les attentats du 11 septembre n'ont fait qu'amplifier dans les opinions et auprès des décideurs le fait que tout ce qui relèverait de près ou de loin de l'islam politique est une menace à la fois stratégique, politique, voire même civilisationnelle pour certains. Donc ils en sont très conscients et ils n'ont aucune envie d'alimenter et encore moins de confirmer ce type d'inquiétude. En même temps, ils ne peuvent pas nier la réalité de leur société, c'est-à-dire que certains considèrent en Égypte qu'il doit y avoir au cœur de leur société, de leur projet, des valeurs qui relèvent de l'islam. Et je pense que tout le débat est là pour les pays arabes aujourd'hui, c'est de parvenir finalement à faire ce que pour l'instant la Turquie, voire l'Indonésie sont parvenus à faire, c'est-à-dire à faire de la politique dans des conditions relativement démocratiques, tout en acceptant que des valeurs, qu'elles soient nationalistes, islamistes ou, disons, voire athées, puissent s'exprimer dans le respect mutuel. Alors, l'autre endroit où il y a une expérience politique qui est en train de se dérouler, c'est le Maroc, où vous travaillez, où là, le roi a été convaincu que pour éviter la rébellion et le changement de régime, il fallait changer. Et donc, un certain nombre de réformes démocratiques sont introduites, dans lesquelles il y aura des élections. Et là se pose aussi la question de la place des islamistes. Tout à fait. Au Maroc, il y a un parti islamiste, le parti de la justice et du développement, qui est pour beaucoup considéré comme une force de premier ordre au Maroc sur le plan politique. Et c'est un parti qui, au cours de ces dernières années, lui, très clairement, s'est efforcé de ne pas trop mettre de candidats dans les enjeux, tout simplement pour d'abord ne pas trop faire peur. Alors, son problème à lui, au départ, n'était pas de faire peur aux partenaires du Maroc, essentiellement européens, mais de faire peur à la monarchie. La monarchie craignant que ce parti, ayant trop de force politique, puisse négocier quoi que ce soit. Ils ont vu que leurs frères algériens, qui avaient montré trop de force, ont été réprimés. Voilà. Donc, ils ont décidé de jouer mineur. Alors, ils ont joué mineur, mais peut-être à la différence du Front islamique du salut, pour faire référence à ce passé-là et sa relation avec l'armée, le parti de la justice et de la démocratie et du développement au Maroc, d'emblée, a montré ses signes d'allégeance à la monarchie. C'est-à-dire qu'il est inconcevable dans le système politique marocain d'exister politiquement
si on n'a pas fait allégeance d'abord à l'institution monarchique. Et l'institution monarchique contrôle l'ensemble des rouages du système marocain, qu'il soit économique, politique, médiatique, etc. Et que donc faire allégeance, c'était une manière de dire je ne vais pas finalement capitaliser sur le désarroi de la population sur le plan politique, et ensuite utiliser les ressources que ces votes me donnent contre vous, institution monarchique. Au contraire, tout le PJD, tout son travail, ça a été de dire je suis un parti serviteur, client, respectueux de l'institution monarchique. Donc le parti a dû donner des gages, entre guillemets, de sa, on pourrait dire, de son, disons, de son allégeance. Mais en faisant cela, bien évidemment, il perd ceux qui, dans l'opinion marocaine, eh bien, eux souhaiteraient qu'on défie la monarchie sur le plan politique et qu'on la remette, entre guillemets, à sa place sur le plan constitutionnel, avec une séparation des pouvoirs, qu'on la remette à sa place sur le plan économique, avec une sortie de son ingérence dans toutes les affaires, etc. Donc, ce qu'il a perdu d'un côté, il le gagne de l'autre. L'enjeu pour lui aujourd'hui est de savoir si, finalement, en étant intégré, eh bien, il peut aujourd'hui prétendre, dans le cadre d'une coalition également gouvernementale, se retrouver en 2012, voire avant, parce qu'on pense que les élections législatives au Maroc peuvent avoir lieu avant la fin de l'année 2011, se retrouver peut-être premier ou deuxième parti avec 30 ou 40%. Mais là, avec plus de pouvoir à l'Assemblée, plus de pouvoir au gouvernement. Avec exactement plus de pouvoir à l'Assemblée, d'autant plus que la nouvelle Constitution eh bien, stipule que, bien que le monarque garde énormément de prérogatives, hein, donc il ne faut pas se tromper sur cette nouvelle constitution, elle est un progrès par rapport à celle de 96, mais elle ne fait pas du Maroc une monarchie constitutionnelle, mais le Premier ministre devrait être issu, selon la nouvelle constitution, du parti le plus important à l'Assemblée. Or, le PJD a de fortes chances, si ce n'est d'être le premier, d'être quand même dans les 2 ou 3 premiers partis politiques du Maroc, donc ce qui lui garantirait vraisemblablement, dans la mesure où il ne souhaite pas être dans l'opposition formelle, un rôle, disons, de parti intégré à une coalition à venir. Donc, Ezdine Raka, ça veut dire que d'ici 1 an et demi, on va vivre dans 3 pays arabes, sinon plus s'il y a des développements en Syrie et en Libye, une expérience démocratique en temps réel de la capacité des partis islamistes de gérer sans que ce soit le modèle iranien, mais peut-être en étant plus le modèle turc. Et c'est dans un avenir proche, on aura la réponse à cette question. Tout à fait. Je crois que la grande force de ces révoltes, c'est de remettre en perspective le fait que les sociétés arabes sont plurielles. Elles ne sont pas animées ni contrôlées par des forces purement islamistes ou purement nationalistes ou purement, disons, militaires, etc. Le défaut, finalement, qu'elle révèle, c'est que les systèmes politiques dans les régimes arabes ont privilégié qu'un aspect au détriment des autres, et que donc il faut remettre finalement en perspective cette pluralité. Le défi, c'est de trouver les institutions, les partis, et avec eux donc les élites capables de faire vivre cette pluralité. Car pour l'instant, on en est finalement qu'à l'ordre je dirais, des premiers pas, hein, et on espère qu'il n'y aura pas de chute ni de régression. Des pays nous l'ont montré dans le passé. Une transition, c'est éminemment risqué lorsqu'elle est extrêmement mal, disons, partie ou négociée. Elle peut provoquer une violence extrêmement forte, et l'Algérie est là pour le rappeler à tous. La transition, c'est pas un jeu, c'est pas un laboratoire, c'est véritablement, disons, sur le plan historique, un événement fondateur pour les sociétés qu'elles ne sont pas prêtes à disons, à voir partir comme cela. Ezdine Raka, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Paris. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur l'Afrique et la Méditerranée à Rabat. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme plage musicale? Je crois qu'il y a un rappeur libyen qui fait parler un peu plus de lui qu'à son habitude, c'est Ibn Thabit. Donc, j'ai pas le nom de sa chanson qui a fait beaucoup de bruit sur YouTube, mais si vous la retrouvez, elle parle d'un train qui cherche à se venger d'un certain personnage en Libye. Donc, Train vengeur. Alors, merci beaucoup, Ezdine. Et on écoute, grâce à vous, le rappeur libyen Ibn Thabit. يا بن غازي راني تنهوني لكن جوكم مش عادي غادي واللي مش عاجبه ما دخلنيش بيهم انا راضي
بنغازي يا بنغازي انت ديما على لساني، مستحيل انساها ونتمنى ما تنساني. فاضل المدينة تحق ولادها ديما هبال، عندهم على المشاكل وقاعدين ولاد حلال. كلنا نحب بلادنا ليبيين ما فينا فرق، مش قادر اندس حب كبير لعاصمة الشرق. نصبي من الفجر انا مش قادر نراجي، اجازة من ترهون 12 ساعة لي بنغازي. توقف بيا السيارة كعاب نكمل غادي، مهما قال الناس هلا بنغازي انا راضي. قالوا مغضوب عليهم لكن ربي هو القاضي. نرد عليكم توا لكن والله ماني فاضي. معه الشرطي اللي وقفني قال لي تعال لي في سرتي، مش عاجب الشورة الطارقة ولا الصورة عاد تيشيرتي. ضيفة البوديمة يعزمولي على القرابة، ورقولي ترهوني لكن صحابي هم اصحابه. والعصابة في اللوحيشي يلقوني بالعشيش، بس قصدي القلوب طاسة شاي او الكيش. كان الفلوس ما فيش، عندي ناس في السلماني عندهمش على البنزين لكن داروها بالعاني. ما هو الناس اللي في بنغازي ديما كريمين، اللي يعرف قصدي احنا كلنا ليبيين. مش لازم نجامل راني مش من غير اسباب، ما حكيتش في بنغازي حد يرد علي الباب. بنغازي يا بنغازي انت ديما على لساني، مستحيل انساها ونتمنى ما تنساني. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca et d'ailleurs disponibles pour balado-diffusion sur le site iTunes. iTunes U pour université. À l'Université de Montréal, le Cerium organise plusieurs activités. Vous allez en voir la liste, les heures, les locaux sur le site du Cerium. Vous êtes bien sûr conviés. Et en terminant, je remercie l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Gueriev et Charlène Ricard. Et je vous retrouve la semaine prochaine.